J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre activité webinaire Ergonomie télétravail, offerte par la Fédération des chambres de commerce du Québec dans le cadre du projet Pratique RH et organisée en collaboration avec Sentinelle. Mon nom est Marika Allépéré. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis gestionnaire de projet main-d'œuvre à la Fédération. Je salue d'ailleurs tous les membres de la Fédération ainsi que toutes les chambres de commerce et bien sûr leurs membres qui sont présents avec nous aujourd'hui. J'aimerais, avant qu'on débute l'activité, vous informer que la présentation va être enregistrée et donc sera disponible dans les prochains jours pour revisionnement sur notre plateforme Pratique RH, et ce, sous l'onglet de la boîte à outils SST et Mieux-être. On vous partagera éventuellement un lien lorsqu'il sera disponible. Aussi, j'aimerais ajouter qu'on vous invite à adresser toutes vos questions et tous vos commentaires dans la section Q&A du Zoom, donc c'est dans le bas de votre page, tout au long de la présentation, et que ces questionnements seront adressés aux conférenciers à la fin, soit pendant la période de questions. Je vais donc débuter en vous présentant notre invité d'aujourd'hui, qui est M. Selim Samba. M. Samba est titulaire d'une maîtrise en ergonomie et innovation, ainsi d'un baccalauréat en génie aéronautique. M. Samba est ergonome et conseiller santé-sécurité chez Sentinelle depuis 2018. En plus d'effectuer des analyses ergonomiques et d'apporter des solutions adaptées, M. Samba offre par ailleurs régulièrement des formations en ergonomie pour les travailleurs de différents milieux de travail. Alors sur ce, je laisse maintenant la place à notre invité et je vous souhaite un excellent webinaire. M. Samba, la parole est à vous. Donc, bonjour et bienvenue à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire intitulé « Ergonomie autour des bonnes pratiques en télétravail ». Donc, avant de plonger dans ce sujet qui est l'ergonomie et le télétravail, je tiens quand même à effectuer une petite mise en contexte concernant le télétravail. Donc, tous les indicateurs présents, ou plusieurs indicateurs présents, plaideraient en faveur d'une hypothèse. L'hypothèse que le télétravail représenterait l'organisation du futur. Quels seraient ces indicateurs? Donc, déjà, le télétravail n'est pas un concept qui est issu d'hier ou issu de la pandémie, comme certains d'entre nous pourraient le croire. C'est un concept qui est beaucoup plus ancien, qui date des années 70. À l'époque, c'était les travaux d'un chercheur, M. Jack Niles, qui était convaincu qu'on pouvait remédier à la congestion routière grâce au télétravail. C'est juste qu'à l'époque, on avait un peu du mal à baliser le télétravail, à trouver les limites au télétravail. Donc, comment vraiment implanter le télétravail de manière plus concrète. Deuxième élément, ça va être l'acceptabilité sociale. Comme vous le savez, de plus en plus d'entreprises préconisent le télétravail, que ça soit comme mesure sanitaire, distanciation sociale l'oblige, ou pour des raisons plus économiques. Troisième élément, ça va être la nature de l'emploi au Canada. Bien avant la pandémie, Statistique Canada nous révélait que 40% des emplois au Canada peuvent être exercés à domicile. Quatrième élément, ça va être le contexte technologique du XXIe siècle. Donc, ce contexte technologique qui ne peut que favoriser l'éclosion du télétravail. La question à se poser, si on considérait cette hypothèse, ça serait, sommes-nous vraiment prêts pour du télétravail? C'est parce que le télétravail implique non seulement des contraintes physiques au niveau de l'ergonomie, mais aussi certaines contraintes psychosociales. On parle d'isolement social, on parle de dissipation de tout sentiment d'appartenance à une équipe de travail, ce qui pourrait être dévastateur pour certains télétravailleurs. Puis justement, l'ergonomie, là, je déteste vraiment cette perception que peuvent avoir les personnes de l'ergonomie, parce que l'ergonomie ne se limite pas qu'au fait d'ajuster des tables et des chaises. C'est beaucoup plus profond que ça. L'ergonomie, par définition, c'est une discipline qui va se focaliser sur les 3 dimensions de l'activité pour la transformation de l'activité. Donc, on va se focaliser sur la dimension physique, les ajustements de table, de chaises, la dimension sociale et la dimension cognitive. Mais pour ce qui est du webinaire d'aujourd'hui, on va plus se concentrer quand même sur la dimension physique, donc comment ajuster son poste de travail à la maison de la manière la plus optimale possible. Donc, à la suite de ce webinaire, les participants seront aptes à comprendre les différentes contraintes liées au télétravail, comment aménager son espace de travail afin de favoriser la réduction des inconforts liés au télétravail, puis comment réaliser les ajustements possibles avec le matériel domestique. Chez Sentinelle, nous offrons ce webinaire à différentes entreprises de différents secteurs d'activité
Puis, nous avons quand même tenu à mettre l'accent sur le fait d'outiller tout le monde pour les ajustements à la maison. Donc, comment est-ce que monsieur et madame tout le monde pourraient s'ajuster sans forcément investir dans l'ergonomie? Donc, la question du jour est, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce genre de situation? C'est un peu une question rhétorique parce que je l'ai la réponse. Je suis prêt à parier qu'au moins un d'entre vous a déjà adopté ce genre de posture, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, ou peu importe, au cours d'une réunion, ou carrément pour de la saisie de données pour toute une journée. Donc, le facteur ou le dénominateur commun pour les trois situations de travail en ergonomie, on va s'intéresser au système utilisateur-outil de travail. Puisque l'on voit dans les trois situations de travail, c'est un utilisateur qui s'adapte à son outil de travail. Je reformule, un utilisateur qui va adapter sa morphologie aux caractéristiques de son outil de travail. Donc, il va fléchir le dos, fléchir le cou pour être en mesure de consulter son laptop. Et quand on parle de télétravail, à 80% des cas, ça va impliquer l'utilisation d'un ordinateur portable. Donc, fléchir le cou pour être en mesure de consulter l'ordinateur, étant donné que la bordure supérieure du laptop est beaucoup plus basse que la ligne de visionnement de l'utilisateur. Donc, un utilisateur qui s'adapte à son outil de travail. Or, l'ergonomie ou l'essence même de l'ergonomie, c'est d'adapter les outils de travail et l'environnement de travail aux travailleurs. Okay? Ce qui nous emmène aux objectifs du webinaire d'aujourd'hui. Donc, l'image de gauche, c'est un peu notre grand vendeur en termes de déséquilibre postural. C'est ce que je retrouve à 80% là, chez mes clients. Puis, la posture 2, c'est la posture de référence qui nous est proposée par la norme en vigueur au Canada, la norme applicable pour l'ergonomie de bureau, la norme CSA Z412, puis la dernière version a été revue en 2017. Donc, premier objectif, c'est de voir quels seraient les déterminants qui obligeraient un télétravailleur à adopter la première posture, donc la posture de gauche. Deuxième objectif, c'est de voir quels seraient les moyens d'adaptation, les techniques d'adaptation pour migrer plus de la posture 1 vers la posture 2, qui est notre posture de référence. Puis comme on le disait en préambule, on va essayer de mettre l'accent sur deux catégories déjà d'ajustements, mais on va plus mettre l'accent sur les ajustements domestiques. Donc, comment est-ce que monsieur et madame tout le monde pourraient s'ajuster sans forcément investir dans l'ergonomie? Notre point de départ, le télétravail et les TMS, les fameuses blessures qu'on nomme troubles musculo-squelettiques. Puis le mécanisme est assez simple à expliquer. Donc, on parle de centralité de travail ou de l'espace de travail. Donc, c'est assez simple à expliquer. Un mauvais aménagement de l'espace de travail obligerait le télétravailleur à adopter des postures contraignantes qui seraient à l'origine des divers troubles musculo-squelettiques. Puis justement, c'est quoi un trouble musculo-squelettique? C'est l'ensemble des pathologies qui affectent les tissus mous situés à proximité des articulations. On parle des muscles, des tendons, des nerfs et des ligaments. L'autre question à se poser, c'est quels seraient les facteurs qui solliciteraient nos structures musculo-squelettiques durant du travail informatique? On parle de trois principaux facteurs. Le premier étant les postures de travail contraignantes, qu'on appelle plus communément les postures d'amplitude. Par exemple, le fait de travailler en ayant les épaules surélevées, okay? Le fait de travailler en ayant le cou fléchi ou le dos en flexion. Deuxième facteur de risque, ça va être le travail statique. Non seulement le fait de travailler en posture contraignante, mais le fait d'adopter ces postures sur du long terme. Le fait d'adopter ces postures maintenant sur plus d'une heure de travail. Puis, on le dit souvent en ergonomie de bureau, il n'y a pas pire que le travail statique. Pour ce qui est du travail statique, on va parler surtout de circulation sanguine qui sera réduite. Okay? Donc, l'apport sanguin normal sera beaucoup plus supérieur à la circulation sanguine réelle en travail statique. Puisque ça va générer le fait qu'il y aura une accumulation d'acide lactique au niveau musculaire. C'est cette accumulation d'acide lactique qui va générer ces sensations de douleur ou chaleur musculaire ou parfois même crampes musculaires. Parce que l'acide lactique, dans des conditions normales au niveau du fonctionnement musculaire, serait éliminé grâce à la circulation sanguine qui serait réduite en travail statique. Donc, posture de travail contraignante, posture maintenue pendant longtemps,
Troisième facteur de risque, le travail répétitif. Encore une fois, là, au niveau du travail répétitif, on n'a pas le choix, étant donné que c'est la nature de l'activité, ça prend à un moment donné du travail répétitif. Je vais vous donner là le geste le plus banal qu'on exécute pour du travail de bureau, qui est un geste répétitif. Exemple, le voyage que va effectuer un bras entre la souris et le clavier. C'est un geste qu'on effectue à plusieurs reprises. Si on s'intéresse à l'apport ou si on s'intéresse aux contraintes biomécaniques, si on s'intéresse aux besoins énergétiques relativement à ce geste, c'est un geste banal, mais ce geste réalisé à plusieurs reprises sur une journée de travail, c'est là où ça pourrait avoir vraiment un impact au niveau biomécanique. Donc, trois principaux facteurs qui pourraient solliciter les structures musculo-squelettiques pour du travail de bureau, puis le télétravail est un travail de bureau, posture de travail, travail statique, puis travail répétitif. Puis justement, là, pour le travail statique et le travail répétitif, après chaque évaluation ergonomique que je fais personnellement chez mes clients, je vais briefer le client sur certaines astuces ergonomiques qui pourraient faire la différence. Donc, comment faire face au travail statique, puis quelles seraient les astuces pour faire face maintenant au travail répétitif. Donc, comme vous le savez, la plupart des TMS, des troubles musculo-squelettiques associés au télétravail, concernent surtout les membres supérieurs. Donc, on parle du cou, de l'épaule, du coude ou du dos. Donc, les poignets avec le fameux tunnel carpien, les épaules bursite, le dos, lombalgie et le coude avec la fameuse épicondylite. Puis, comment est-ce que ça se développe justement, ces TMS? Donc, parlons d'abord des symptômes associés au TMS. Tout d'abord, douleur ou raideur articulaire, diminution de l'amplitude des mouvements, voire impossibilité de bouger. Je vais vous donner l'exemple du tunnel carpien. Sollicitation du tunnel carpien, utilisation de la souris, flexion, extension du poignet, mouvement dans ce sens. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient solliciter les tendons, puis on vient comprimer un nerf situé à ce niveau-là qu'on appelle le nerf médian. Et qu'en comprimant le nerf médian avec ces différentes sollicitations, on vient erroner le message nerveux. Et qu'on va penser, par exemple, effectuer ce genre de mouvement, puis on aura à peine la moitié du mouvement à cause de la compression du nerf médian. Donc, on parle de diminution de l'amplitude, ou même chose pour les victimes de bursite, là, qui auront du mal à surélever, à effectuer ce genre de mouvement, donc à surélever le bras à un certain niveau. On parle aussi d'enflure ou d'engourdissement. Comment est-ce que ça se développe? Stade 1, c'est le stade de réversibilité. Donc, il y aura de la douleur et de la fatigue ressentie durant le travail. Ce stade où ces douleurs peuvent durer pendant des semaines, il s'agit d'un état réversible, c'est parce que l'inflammation peut guérir complètement. Stade 2, on nous parle de possibilité de réversibilité, mais possibilité de réversibilité implique aussi une possibilité d'irréversibilité. Donc, la douleur peut réveiller le travailleur la nuit, c'est là où les choses commencent vraiment à se corser. Ce stade où ces douleurs peuvent durer des mois, puis il est très important de consulter un professionnel de la santé avant d'atteindre le stade d'irréversibilité. Mais moi, mon conseil en tant qu'ergonome, c'est de tirer la sonnette d'alarme, c'est de consulter un professionnel de la santé dès que les douleurs commencent à faire surface. Stade 3, c'est le stade où on va apprendre à rendre les armes. C'est le stade où on va comme apprendre à cohabiter avec la douleur. C'est le stade le plus plate au niveau TMS. Donc, les TMS peuvent être irréversibles, c'est-à-dire sans traitement infaillible. Mais à ce niveau-là, il y a un risque que les douleurs deviennent chroniques. Donc, très important de tirer la sonnette d'alarme dès le début et de consulter un professionnel de la santé. Donc, la démarche que je vous présente là, c'est la démarche globale à suivre pour un ajustement complet de son poste de travail à la maison. Cette démarche, c'est qu'il y aura 2 critères à respecter au niveau de cette démarche pour aspirer à un poste de travail vraiment optimal. La première condition, le premier critère, ça va être le fait d'adopter une bonne posture de travail. Puis le deuxième critère, ça va être de mettre en application certaines astuces ergonomiques sur une base régulière. C'est parce que je le disais tantôt, exemple, l'un des facteurs de risque TMS pour le travail de bureau, ça va être le travail répétitif. Puis on ne peut pas lutter vraiment face au travail répétitif. Le travail de bureau peut impliquer des gestes répétitifs. Et que justement, il y aurait certaines astuces qui pourraient nous aider à lutter face aux effets néfastes du travail répétitif. Même chose, il y a certaines astuces qui pourraient nous aider à faire face vraiment
au travail statique. Mais premier critère, ça va être la posture de travail. Puis justement, comment adopter une bonne posture de travail? Ça passe par ces étapes. Donc, tout d'abord, on va valider c'est où qu'on va travailler à la maison. Est-ce que ça va être dans sa chambre? Est-ce que ça va être au salon, affalé sur son canapé, sur une table basse? Donc, on va plus opter pour un bureau conventionnel. Une fois que cela a été fait, pour la posture de travail, on va essayer d'adapter son siège. Puis là, on va aborder deux catégories de sièges. Les sièges ajustables, plus conventionnels, donc des sièges à surface mobile, et les chaises non ajustables à surface fixe. Une fois que cela a été fait, on va sélectionner le plan de travail selon certains critères que l'on va aborder ensemble tantôt. Une fois que cela a été fait, on va aborder le sujet des périphériques externes. Exemple, clavier indépendant, souris. Puis on va voir quel rôle est-ce que les périphériques externes pourraient jouer au niveau de l'alignement postural du télétravailleur. Donc, première étape, où travailler dans la maison? On va privilégier un endroit calme et isolé. Donc, l'idéal, là, c'est vraiment d'essayer de se créer sa propre bulle professionnelle. On va veiller à séparer la vie personnelle de la vie professionnelle pour plus de confort au niveau cognitif, pour plus d'efficacité. Si possible, aménager un bureau fermé. Donc, toujours dans cette optique de créer sa propre bulle professionnelle. C'est parce que l'objectif en ergonomie, comme à peu près toute pratique en santé et sécurité au travail, c'est de veiller à garantir un certain équilibre entre bien-être au travail et efficacité. Donc, on ne doit pas sacrifier un au détriment de l'autre. Donc, voilà un peu pour le choix du lieu de travail. Une fois que cela a été fait, on va essayer d'adapter son siège de travail. Premier type de siège, les chaises ajustables. Donc, toujours, on va revenir à cette norme de référence, la norme CSA, la Z412, qui va nous spécifier les critères à respecter vraiment pour la chaise ajustable. Donc, selon cette norme, on devrait avoir un dossier ajustable en hauteur afin de pouvoir ajuster son coussin lombaire. Puis, à 80% des cas, les coussins lombaires sont directement associés ou intégrés au dossier. On doit être en mesure aussi de jouer avec l'inclinaison du dossier, dépendamment du confort. La norme va nous autoriser un angle de 90 à 110 degrés. Donc, on pourra comme jouer avec cette marge de manœuvre de 20 degrés, okay, dépendamment du confort de l'utilisateur. On aura besoin aussi d'une marge de manœuvre au niveau de l'ajustement vertical de l'assise, ainsi que de la profondeur d'assise. Puis, le critère vraiment de base, c'est que les accoudoirs soient ajustables, minimalement à la verticale. Okay? Puis on va voir pourquoi tantôt minimalement à la verticale. Donc, voilà pour ce qui est des propositions de la norme en vigueur. Maintenant, pour les techniques d'ajustement, première étape, c'est d'ajuster la hauteur de la chaise. Mais avant d'embarquer dans cette partie d'ajustement du siège, le piège à éviter pour les ajustements de base en ergonomie, c'est d'éviter d'ajuster à la fois la chaise et son plan de travail, c'est-à-dire d'ajuster son siège par rapport au plan de travail. Premier truc à faire, c'est on va ajuster son siège indépendamment du plan de travail. Puis, le dernier truc ou la dernière étape, c'est d'ajuster sa hauteur de siège, okay, conformément aux caractéristiques de son plan de travail. Mais vraiment, la première étape, ça serait de se focaliser que sur sa chaise pour ne pas s'éparpiller au niveau de sa technique d'ajustement. Donc, première étape pour la chaise, modifier la hauteur de la chaise. Donc, je vais un peu laisser la cam. Donc, en position debout, l'assise de la chaise devrait être située juste au-dessous de vos genoux. C'est-à-dire que je dois veiller à baisser la chaise jusqu'au max. Puis en position debout, la bordure d'assise doit être située juste en dessous de mes genoux, ce qui est le cas. Ensuite, je vais m'asseoir. Je vais valider le fait que mon dos soit bien en contact avec le dossier, que mes cuisses soient bien parallèles à l'assise et que je bénéficie de bons appuis au sol. Okay, donc, première condition, les genoux. Puis ensuite, je vais veiller à bien m'accoter par rapport à mon siège de travail. Ne jamais quitter son dossier. Okay? Toujours être appuyé sur son dossier. Donc ça va être la première étape. Ensuite,
la profondeur d'assise. On disait tantôt, selon la norme en vigueur au Canada, le fait de jouer avec la profondeur d'assise était vraiment un critère à respecter. Mais dans la vraie vie, ça se peut que le siège ne présente pas de mécanisme d'ajustement au niveau de l'assise. Donc, on peut tout à fait bricoler quelque chose pour s'adapter. Sinon, là, si c'est le cas, si vous l'avez, cette possibilité d'ajustement, en général, c'est soit un mécanisme frontal que je vais tirer pour faire coulisser l'assise, ou une planche latérale, même chose, que je vais lever pour faire translater mon assise. Si ce n'est pas le cas, comme vous le voyez là, mon siège est ajustable, mais je ne dispose pas de mécanisme d'ajustement au niveau de la profondeur d'assise, fait que je dois créer une certaine adaptation. Mais avant de vous montrer l'adaptation, la norme voudrait que, en position assise, je puisse bénéficier d'un dégagement de 2 pouces entre la bordure d'assise et l'arrière des genoux. 2 pouces. Comme là, vous le voyez, je suis vraiment assis au fond. Ce n'est pas le cas. L'arrière des genoux est vraiment en contact avec la bordure d'assise. Fait que si je n'ai pas de possibilité d'ajustement dans ce sens au niveau de l'assise, ce que je vais faire, c'est utiliser un coussin lombaire. Puis le coussin lombaire, non seulement va me permettre de refavoriser une bonne posture au niveau du dos, de créer un bon support lombaire et aussi de créer un dégagement. Comme vous allez le voir, je vais placer mon coussin lombaire. Le dégagement créé entre mon dos et mon dossier va automatiquement créer un dégagement entre la bordure d'assise et l'arrière des genoux. Donc, première solution, c'est de jouer avec la profondeur d'assise si jamais le mécanisme est disponible. Si ce n'est pas le cas, support lombaire, ce dégagement va générer ce dégagement. Donc, on voudrait minimalement avoir 2 pouces. L'autre piège à éviter aussi, c'est le fait de ne pas avoir une bonne partie des cuisses appuyée sur l'assise. Le fait d'être comme ça. C'est minimalement 2 pouces, maximum 3 pouces, parce que je dois bénéficier quand même de beaux appuis sur mon assise. Donc, voilà un peu pour la profondeur d'assise. Puis là, ça se peut très bien que ce soit un support lombaire conventionnel, comme cela. Ça se peut aussi que ce soit un coussin. Hein. Je dois rappeler que pour monsieur et madame tout le monde, on ne bénéficie pas tout le temps des outils nécessaires, mais qu'on peut tout simplement placer un coussin, puis ce dégagement va générer le 2 pouces. Puis attention, là, l'épaisseur du coussin ne va pas faire en sorte que vous manquiez de support au niveau des cuisses. C'est vraiment pile poil ce qu'il faut pour avoir un 2 pouces entre la bordure et l'arrière des genoux. Ensuite, la hauteur du dossier. Je vous l'ai dit, là, sur 80% de chaises ajustables, le dossier sera, excusez-moi, le support lombaire ou le coussin lombaire sera intégré au dossier. Donc, en variant la hauteur du dossier, on va venir varier la hauteur du support lombaire. Okay? Donc, si c'est le cas, on va varier cette hauteur de manière à ce que la partie la plus bombée de ce dossier coïncide avec la partie la plus creuse du dos. Okay? C'est pour redonner à la colonne vertébrale une posture anatomique normale, une posture anatomique neutre. On voudrait amoindrir les charges biomécaniques au niveau de la région lombaire, comme vous pouvez le voir au niveau de la diapositive. C'est-à-dire que le coussin lombaire ne doit pas se retrouver au-dessus de la région lombaire, ne doit pas se retrouver en dessous de la région lombaire, il doit vraiment se retrouver pile poil dans le creux lombaire. C'est pour redonner une belle posture anatomique neutre à la colonne vertébrale. Donc, on va modifier cette hauteur pour modifier la hauteur du coussin lombaire. Si, comme vous le voyez là, mon siège ne dispose pas de coussin lombaire intégré, c'est un coussin lombaire amovible. Donc, en plaçant ce coussin lombaire, je viens favoriser un bon support au niveau de ma région lombaire. Non seulement un bon support ici, mais comme je le disais tantôt pour la profondeur d'assise, le dégagement qui a été généré ici va générer un autre dégagement à l'arrière des genoux.
Maintenant, dernière étape pour les chaises ajustables, les accoudoirs. Pour les accoudoirs, le principe est très simple. Donc, je vais varier mes accoudoirs de manière à garder mes épaules bien relâchées. Ça correspond à quoi des épaules bien relâchées? C'est-à-dire qu'à la verticale, je ne dois pas être trop surélevé, puis je ne dois pas être trop bas. Puis dans le sens de la largeur, je ne dois pas trop m'éloigner du buste, ni trop m'en rapprocher. Donc, on doit prévoir aux alentours de 2 pouces de dégagement entre le buste et les bras. Donc, vraiment des épaules relâchées. Puis très important, là, au niveau de la hauteur, ce qui est fait à droite doit obligatoirement être fait à gauche. C'est parce que si je suis plus haut à droite, comparément à mon accoudoir gauche, c'est que instinctivement, j'aurai tendance à m'asseoir de la sorte. Donc, je vais vraiment déséquilibrer le chargement, puis je vais répartir toutes les charges sur une seule épaule, ce qui serait vraiment à proscrire. Donc, ce qui est fait à droite doit être fait à gauche. Sur certaines chaises, vous allez avoir des indicateurs chiffrés qui vous donneront un aperçu sur la hauteur de chaque accoudoir. Donc, vous devrez avoir les mêmes chiffres à droite et à gauche. Ça se peut aussi que sur certaines chaises, il n'y ait pas d'indicateur chiffré sur le niveau des accoudoirs. Fait que ce qu'on va faire, on va garder les deux avant-bras sur les accoudoirs, on va se rapprocher du plan de travail, puis veiller à ce que je vais avoir ici le même jeu, c'est-à-dire le même jeu vertical entre les accoudoirs et mon plan de travail. Okay? Donc, c'est soit les éléments chiffrés ou comparer le niveau des accoudoirs par rapport à son plan de travail. Mais là, c'était vraiment une référence. Là, on ne s'occupe pas du plan de travail, on se focalise sur son siège. Donc, les accoudoirs en hauteur de manière à ce que les épaules soient relâchées, pas trop haut, pas trop bas, dans le sens de la largeur, pas trop loin du buste, ni trop proche. Donc, on va garantir peut-être un 2 pouces de dégagement entre là et là. De plus, en tout temps, une fois que cela a été réglé, en tout temps, les avant-bras devraient être placés sur les accoudoirs. C'est parce que c'est ce support qui va venir amoindrir les charges au niveau des épaules. Donc, tout au long des opérations de saisie, je dois avoir mes avant-bras directement sur les accoudoirs. Puis, l'autre condition, c'est que mes coudes doivent avoir une belle posture de 90 degrés. Okay? Et les avant-bras doivent jouer le rôle de pont entre les accoudoirs et le plan de travail. Je dois éviter de m'en aller vers l'extérieur, c'est parce qu'en s'en allant vers l'extérieur, je viens amplifier les sollicitations aux coudes et aux épaules. Donc, tous les mouvements que je devrais exécuter, ça serait vraiment vers l'intérieur. Donc, ce genre de mouvement, pour aller chercher la souris, serait vraiment à proscrire. Donc, voilà pour ce qui est de l'ajustement des accoudoirs. Maintenant, on va passer à la seconde catégorie de sièges. Comment ajuster une chaise non ajustable? Comment est-ce que monsieur et madame tout le monde pourraient s'ajuster avec tout simplement une chaise de salon? Donc, mon prototype de chaise non ajustable. L'idéal, là, quand vous allez choisir une chaise non ajustable, minimalement, bénéficier d'un dossier. OK? On est sûr là que sur une chaise non ajustable, on n'aura pas de support lombaire, mais s'il vous plaît, l'idéal, c'est d'avoir minimalement un dossier. Les petits tabourets là qu'on utilise, on oublie, les tabourets ne sont pas faits pour du travail de bureau. Donc, minimalement, un dossier. On va venir s'installer. Étant donné qu'il n'y a pas de support lombaire, ce que je vais faire, une serviette roulée que je vais venir placer au niveau de la région lombaire. C'est cette serviette qui va faire office de support lombaire. Ça se peut que ça soit une serviette, ça se peut aussi que ça soit un coussin. Mais pourquoi est-ce que je vais vous recommander la serviette? C'est parce que la serviette sera moins encombrante, puis de plus, avec la serviette, vous allez être en mesure de vraiment viser ou cibler votre région lombaire. Donc, il serait vraiment recommandé d'opter plus pour la serviette roulée. Une fois que ça a été fait, on doit être en mesure de se réajuster par rapport au plan de travail. C'est parce que si ma hauteur d'assise est inférieure au plan de travail, ça se peut très bien que je me retrouve avec ce genre de posture, ce qui implique des contraintes aux épaules. Donc, je dois me réajuster en hauteur de manière à adopter la belle posture. Donc, des épaules relâchées,
mes coudes à 90 degrés, comme on l'a vu tantôt. Okay? Donc, pour ce faire, étant donné que je n'ai pas de possibilité, je vais rajouter un coussin au bas. Ça se peut que ce soit 2 coussins, dépendamment de la hauteur que vous voudrez atteindre. Je vais m'installer. Puis même chose, je vais venir installer ma serviette roulée. Puis c'est ce dégagement qui va me permettre de me surélever pour être à la bonne hauteur par rapport à mon plan de travail. Donc les épaules relâchées, les coudes à 90 degrés. Okay? Maintenant, ça se peut très bien qu'en se surélevant, je n'ai plus un beau contact au niveau du sol. Puis rappelez-vous, les cuisses doivent être bien parallèles à l'assise, puis je dois avoir vraiment un beau contact au sol. Si vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas, je peux utiliser une boîte stable, comme là, c'est une boîte de repose-pied, mais vous pouvez utiliser soit un repose-pied conventionnel ou carrément une boîte banale, à condition que la boîte soit assez stable, à condition que la boîte vous permette de mettre les 2 pieds, donc une belle surface de travail. Je vais placer de la sorte. Comme vous voyez, les cuisses qui sont bien parallèles à l'assise, pas de pression à l'arrière des cuisses, puis je suis à un niveau de travail optimum qui me permet de garder une neutralité au niveau des épaules, puis un bon 90 degrés au niveau des coudes. Donc, placer un coussin et une serviette roulée au bas du dos, déposer un coussin sur l'assise afin d'atteindre la hauteur recherchée, utiliser une boîte solide et stable comme repose-pied. Puis, le point le plus important, on le voyait tantôt avec une chaise, on était supposé garder avec une chaise. On est supposé garder les 2 avant-bras en tout temps sur les accoudoirs. Puis une fois que la chaise a été ajustée jusqu'au bout, c'est à ce niveau-là que je vais surélever, comme je viens de le faire ici, surélever le niveau d'assise pour que les accoudoirs soient au même niveau que mon plan de travail et que je serai en mesure de travailler de la sorte. Okay? Mais ça se peut très bien que mes accoudoirs ne soient pas ajustables ou pour une chaise non ajustable, je ne puisse pas avoir d'accoudoir. Fait que je vais faire ça. Je vais me rapprocher de mon plan de travail, puis je vais veiller à m'appuyer directement sur le plan de travail. Donc, une bonne partie des avant-bras qui devraient être appuyés directement sur le plan de travail. En ayant cette surface d'appui, je vais venir limiter les contraintes aux épaules. Comme vous le voyez, je suis bien appuyé sur le plan de travail et mes épaules sont bien relâchées, pas en surélévation, ni trop basse. Puis, étant donné que j'ai une bonne marge de manœuvre en largeur, fait que je vais venir rapprocher, garantir le 2 pouces de dégagement. Donc, si votre chaise ne dispose pas d'accoudoir, pas de problème. On se rapproche du plan de travail, on s'appuie sur le plan de travail à partir de là pour limiter les pressions aux épaules. Donc, une fois que cela a été fait, on va sélectionner un bon plan de travail. Puis c'est quoi un bon plan de travail? C'est une surface de travail permettant de positionner tous les outils de travail. Les poignets et les coudes doivent être à la même hauteur que la surface de travail, comme on vient de le voir. La majorité des avant-bras doivent être appuyés sur la surface de travail. Celle-ci doit être à la même hauteur que les coudes. Puis, très important aussi de placer ces outils de travail conformément à la fréquence d'utilisation de chaque outil. Donc, encore une fois, c'est la norme qu'il propose, la norme CSA. Comment placer en fonction des zones d'atteinte. Donc, au niveau de la zone d'atteinte primaire, ça va être les outils les plus fréquents, c'est-à-dire les outils qu'on utilise le plus. Exemple, on va venir placer au niveau de la zone d'atteinte primaire tout ce qui est clavier, souris. Au niveau de la zone d'atteinte secondaire, on va plus placer l'écran. Au niveau de la zone tertiaire, on va placer, je veux dire maintenant, les équipements les plus poussiéreux, donc les équipements qu'on utilise le moindrement possible. Donc, essayez de vous réorganiser, de placer vos équipements en fonction des fréquences d'utilisation. Donc,
Pourquoi est-ce qu'on doit se focaliser sur ce genre de modèle? On voudrait éviter ou limiter son exposition au mouvement d'extension. Ce que je retrouve parfois chez certains clients, c'est un clavier là, la souris qui est là, puis l'utilisateur qui saisit de la donnée de la sorte. Donc, ce que ça implique un mouvement d'extension. De plus, je viens amplifier ou augmenter la distance parcourue entre la souris et le clavier. C'est à éviter, c'est pour cela qu'il faut vraiment respecter les zones d'atteinte. Donc, c'est un outil dont je me sers régulièrement, qui devrait vraiment être au niveau de la zone d'atteinte primaire. Puis tantôt, on va voir comment placer une souris et un clavier sur son plan de travail. Donc, une fois que le plan de travail a été sélectionné, on va opter pour les périphériques externes. Si vous choisissez ou devez travailler sur un ordinateur portable, il serait recommandé d'utiliser des périphériques externes afin de garder la posture la plus neutre possible. On n'a pas le choix là pour l'utilisation d'un laptop, parce que si on va l'utiliser tout seul, ça va certainement impliquer des postures contraignantes. Ça va nous pousser à peut-être fléchir le cou pour atteindre la hauteur de l'écran. Donc, on recommanderait vraiment d'opter pour des périphériques externes, minimalement un ensemble clavier-souris. L'idéal serait d'avoir un écran auxiliaire, donc on va projeter le contenu de son laptop directement sur son écran auxiliaire, sans oublier le fait d'utiliser l'ensemble clavier-souris. Donc, deux cas s'imposent à nous pour ce qui est du laptop ou de l'écran. Ça se peut qu'on utilise un écran auxiliaire, donc on va veiller à ce que l'écran soit déjà à la bonne hauteur, à garder une belle distance. Okay? Pour que l'écran soit à la bonne hauteur, ça se peut que l'écran soit ajustable. Sinon, si l'écran n'est pas ajustable, on va tout simplement placer ce qu'on appelle peut-être des blocs de papier ou peut-être une pile de livres. Ça se peut aussi qu'on utilise ce qu'on appelle un réajusteur d'écran. Okay? Si on va utiliser directement l'ordinateur portable, donc sans écran auxiliaire, c'est qu'on devrait utiliser ce qu'on appelle techniquement un support pour ordinateur portable. Comme moi, personnellement, ce que j'utilise pour me rendre chez les clients, c'est un support portatif qui ne prend pas de l'espace dans mon sac, que je vais déployer. Puis ce support va me permettre d'avoir 3 niveaux d'ordinateur portable pour me permettre d'avoir la hauteur de la bordure supérieure de l'écran, vraiment qui coïncide avec ma ligne de visionnement. On va la voir tantôt. Donc, condition pour ce qui est du positionnement d'un écran de travail, la bordure supérieure de l'écran doit vraiment coïncider avec la ligne de visionnement de l'utilisateur. On doit se prévoir une distance d'un bras à un bras et demi entre l'utilisateur et l'ordinateur et l'écran de travail, ce qui correspond à peu près, selon la norme, 50 à 100 cm. Je le disais tantôt, premier cas de figure, si l'écran est ajustable, tant mieux. Si l'écran n'est pas ajustable, bon, on va soit ajuster un bloc de papier ou un bloc de livre. Quand on va utiliser l'ordinateur portable, même chose, c'est soit un bloc de papier ou un bloc de livre, ou tout simplement un support pour ordinateur portable. Petit détail, ici, je tiens à mentionner que pour les personnes portant des verres progressifs, la technique d'ajustement sera sensiblement différente. Bon, on va veiller à ajuster l'écran de manière à ce que sa bordure supérieure coïncide avec la zone qui est comprise entre la bouche et le nez de l'utilisateur. Ce qu'on veut éviter, c'est les mouvements ou les gestes d'extension au niveau du cou dus à l'utilisation des verres progressifs. Donc, on le disait tantôt, pour le placement de l'ensemble clavier-souris, on va veiller à ce que l'ensemble soit sur un même plan. Je sais que pour certains claviers, il y a une possibilité de déployer les pattes. Je ne suis pas tellement fan de ce genre d'approche. Je vous recommanderais d'avoir le clavier vraiment à l'horizontale en tout temps. Parce qu'en déployant les pattes, ça va nous inciter à adopter ce genre de posture, de cassure au niveau des poignets. Et c'est ce qu'on voudrait éviter dans le fond. Donc, toujours maintenir votre clavier à l'horizontale, la souris qui devrait en tout temps être à côté du clavier, puis on doit toujours éviter ce genre de mouvement vers l'extérieur. Maintenant, je vais vous faire une démonstration sur l'une des astuces ergonomiques que l'on recommande à certains de nos clients. C'est le fait d'opter pour un clavier plus compact. Pourquoi? Pour la majorité des claviers
sur le marché, ben, ça doit correspondre à mes 2 cellulaires plus le clavier. Donc, la majorité des claviers ont à peu près cette largeur. Ça, ce que ça fait, je viens pour avoir accès à mon compartiment alphabétique, je dois effectuer toute cette course. Ce qui implique le fait qu'à un moment donné, je dois décoller mon bras de l'accoudoir, ce qui est à proscrire. Sinon, pour avoir accès au même compartiment, je vais retasser mon clavier de la sorte, ce qui fait que je serai obligé de dévier mon bras vers l'extérieur. Puis on a dit, même chose, ça serait à proscrire ce genre de mouvement. Donc, en venant couper dans le clavier, donc utiliser un clavier vraiment compact, on vient rapprocher la souris du clavier, on vient réduire la distance parcourue entre la souris et le clavier, puis en tout temps, on aura la garantie d'avoir vraiment les 2 bras appuyés sur les accoudoirs. Puis, on aura la garantie de ne jamais effectuer ce genre de mouvement, étant donné que tous les mouvements seront sur un même plan. Donc, l'une des astuces, dans le fond, serait d'opter pour un clavier compact. Puis, rassurez-vous, là, ça existe sur les marchés. Si vous allez me dire qu'un clavier compact implique le fait qu'il n'y ait pas de chiffre à droite, il existe sur le marché des claviers compacts avec compartiment numérique à droite. Okay? Puis, très important aussi d'avoir la souris sur un même plan que le clavier. Éviter d'avoir la souris là ou éviter d'avoir le clavier à ce niveau-là. Donc, voilà un peu les techniques de placement pour l'ensemble souris-clavier. Donc, une fois que cela a été fait, on va veiller à mettre en application certaines astuces ergonomiques. Puis, je l'ai dit, là, les astuces ergonomiques, c'est pour faire face aux effets néfastes du travail statique, pour faire face aux effets néfastes aussi du travail répétitif. Puis, c'est des astuces qui seraient vraiment appliquées sur une base régulière. Donc, en conclusion, le fait d'être en télétravail, ça représente un vrai privilège. Amélioration de la qualité de vie. Pourquoi? C'est parce qu'on parle d'une meilleure articulation vie personnelle, vie professionnelle, une meilleure latitude décisionnelle. On parle aussi du fait de bien s'ajuster, de se créer sa propre bulle professionnelle afin d'aspirer à cet équilibre confort, productivité. Okay? Puis on parle de réduction du risque de blessure. Oui, le fait d'être bien ajusté, le fait de bien ajuster son siège, sa hauteur de plan de travail, c'est bien, mais on parlait aussi du fait de mettre en application certaines astuces ergonomiques là, qui permettraient de compléter le tout. C'est-à-dire le fait de se lever à toutes les 20 minutes. Comme vous le voyez, là, je ne suis jamais fixe. Je bouge souvent pendant 20 minutes, c'est posture assise, pendant 20 minutes, c'est posture debout. Donc, il existe des stations de travail assis debout. Il existe aussi des techniques d'ajustement pour se configurer un poste de travail assis debout sans investissement. Il existe aussi certains exercices d'étirement à appliquer sur une base régulière. S'hydrater régulièrement, fait tout un tas d'astuces ergonomiques qui, appliquées sur une base régulière, pourraient faire la différence. Et que sur ce, notre formation ou le contenu du webinaire touche à sa fin. J'espère que ça a été à votre goût. Je pense que Marika, j'ai débordé d'un petit 5 minutes ou 3 minutes. On pourrait peut-être passer à la période de questions, si jamais il y aurait des questions. Oui, il n'y a pas de problème. Tout d'abord, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Les conseils, les astuces qui ont été proposées étaient très, très concrets. Je pense qu'on n'a plus vraiment d'excuses pour ne pas aménager ou ajuster notre espace de travail à la maison. On a, parmi les commentaires et les questions, beaucoup d'éléments. Déjà, dans les commentaires, je peux voir que les gens ont beaucoup apprécié la conférence, donc c'est relativement positif. J'en profite d'ailleurs pour informer nos participants qu'un sondage de participation, de satisfaction, va vous être envoyé, dans lequel on voudrait savoir, connaître votre niveau de satisfaction, mais aussi quels seraient les sujets des prochaines activités que vous aimeriez qu'on aborde pour vous.
Je vais y aller directement avec les questions parce qu'on en a quand même quelques-unes et que ça va relativement vite au niveau du temps. Donc, on avait un des participants qui nous demandait, lui, au niveau de ses accoudoirs sur sa chaise, il ne pivote pas nécessairement vers l'intérieur et son clavier d'ordinateur portable étant un court clavier, comment est-ce qu'il peut faire pour améliorer le confort de ses avant-bras? Bah, dans le fond, tu sais, on le voyait au niveau de la norme, le fait que les accoudoirs soient vraiment pivotés vers l'intérieur, oui, c'est l'idéal, là, mais il n'y a pas d'exigence au niveau de la norme. Donc, s'il s'avère que le clavier est tellement compact qu'il n'y a pas un bon support au niveau des accoudoirs, fait que la solution serait de baisser les accoudoirs, de se rapprocher de son plan de travail et de s'appuyer directement sur son plan de travail. Sauf qu'en s'appuyant sur son plan de travail, on vient de générer un autre facteur de risque. Fait qu'on doit prévoir soit un repose-poignet plus conventionnel ou l'une des solutions les plus banales, c'est de placer une serviette de la sorte sur le plan de travail qui va limiter son exposition et qui va limiter aussi les pressions mécaniques au niveau du poignet. La solution est peu esthétique, mais vraiment efficace. Puis rassurez-vous, là, au niveau de l'ergonomie, on est plus en quête d'efficacité que d'esthétique. OK, parfait, merci. En espérant que ça répond bien à la question de notre panéliste. Sinon, prochaine question, j'ai l'impression que ça revient un peu. Que doit-on considérer lors de l'achat d'une chaise ergonomique? OK. Donc, déjà, on doit considérer la grandeur de la personne. Ça se peut que là, les différentes surfaces ne correspondent pas aux caractéristiques anthropométriques de la personne. Donc, on devrait vraiment se focaliser sur ça. La grandeur, est-ce que ça correspond à ma longueur de segment? Je parle du dossier de l'assise. Exemple, une personne d'une certaine grandeur, là, aurait besoin que le dossier puisse être en mesure de couvrir une bonne partie du dos. Okay. Même chose, on voyait tantôt qu'on devrait être en mesure de garder un 2 pouces de dégagement à l'arrière du genou. Donc, ça se peut qu'on ait besoin que l'assise soit coulissante. Mais moi, selon moi, selon la pratique de l'ergonomie, c'est minimalement un siège avec accoudoir ajustable, largeur et à la verticale, dossier avec possibilité d'ajustement du coussin lombaire, dossier qu'on peut incliner et avec dispositif de verrouillage, okay? Puis l'ajustement à la verticale de l'assise. Donc, conformément, encore une fois, à ce qui a été proposé par la norme. Je rebondis sur le fait que le critère, là, que les accoudoirs reviennent vers l'intérieur, oui, c'est confortable, mais ce n'est pas vraiment le critère de base. Donc, ça serait vraiment la taille de la personne, ajustement au niveau du dossier, inclinaison et verticale, ajustement de la hauteur de l'assise, puis ajustement des accoudoirs à la verticale et dans la largeur. OK. Merci. J'ai l'impression que les chaises suscitent beaucoup de questionnements, toujours en lien avec les chaises de bureau. Est-ce qu'une chaise avec un siège en filet, qui n'est pas nécessairement un coussin, Oui. serait considérée ergonomique? À condition d'avoir un dispositif où on pourrait peut-être modifier la raideur de ce filet. Parce que sur certains modèles, là, tu as comme un petit levier à l'arrière du filet. Tu lèves, tu baisses, puis plus tu lèves, plus ton filet sera raide, ou plus tu lèves, plus tu viens modifier le positionnement du support lombaire. Donc, à condition vraiment d'avoir un mécanisme à l'arrière qui puisse garantir un bon support lombaire, mais juste le fait d'avoir un filet, là, si la partie la plus bombée du dossier ne correspond pas à la région la plus creuse du dos, ça ne marchera pas, ça ne sera pas tellement efficace. Dernière question avec la chaise. Est-ce qu'une chaise, en fait, le fait de déjà avoir une chaise ajustable, est-ce que d'avoir un repose-pied aussi peut être nécessaire, pertinent? OK. Je vais en faire la démonstration vite fait. Comme vous le voyez à l'écran, là, si, après avoir ajusté son siège, donc j'ai ajusté mon siège, j'ai tous mes critères de confort, je suis bien relax, j'ai mon support lombaire, c'est à ce moment-là que je vais valider c'est quoi la hauteur de mon plan de travail. Donc, si je suis plus bas, je dois lever pour que mes accoudoirs soient bien alignés avec mon plan de travail. Mais ça se peut qu'en surélevant le niveau du siège, je me retrouve comme ça. Comme là, je n'ai pas de support au niveau du sol. Ce que ça va faire, c'est pression à l'arrière des cuisses. Donc, pour compenser, à ce niveau-là, ça va me prendre un support pour que les cuisses soient bien parallèles à l'assise et limiter toute pression ici. Mais ce n'est pas vraiment obligatoire. C'est parce que ça ne sert à rien d'utiliser une boîte si j'ai un bon 90 degrés au niveau des genoux et que mes deux pieds
touchent le sol. Parfait, merci beaucoup. Moi, c'est mon genre, je suis tellement petite que mes jambes ne touchent plus par terre quand j'ajuste ma chaise. Ensuite, j'aurais une autre question qui est, en fait, même moi, j'aurais pu avoir cette question, c'est assez pertinent. Où est-ce qu'on pourrait trouver des accessoires d'ergonomie de qualité dans la région de Montréal ou alentour de Montréal? Est-ce qu'on est supposé aborder ce genre de sujet? Ce serait faire de la promotion peut-être pour... Peut-être, mais tu sais, sinon, outre tu sais, je sais pas moi, normalement au bureau, tu sais, souvent l'employeur va nous fournir le minimum d'équipement nécessaire pour avoir un espace de travail ergonomique, mais en télétravail, c'est une autre réalité. Donc, bref, c'est une question qui a été posée par un des panélistes. Je ne sais pas si c'est trop direct avec un fournisseur en particulier, on peut. OK, on parle de quel type d'équipement bureautique déjà? Ça n'a pas été précisé, c'était vraiment plus au niveau ergonomique, tout simplement. Est-ce qu'on parle de Des chaises, accessoires. des accessoires? Des accessoires, on peut même en avoir sur Amazon. Comme je parlais là du support pour laptop que j'utilise, qui est hyper efficace, à peine 17 pièces sur Amazon. Sinon, on a le site Hamster, on a Ergo Bureau, on a des sites comme Ergo Canada qui sont beaucoup plus dispendieux, mais qu'il y a une vraie panoplie de produits qui est proposée. Là. Mais c'est OK. surtout ces trois-là. OK, parfait. Hamster, Ergo Bureau, puis... Au moins, on a une option canadienne. Pardon? Au moins, on a une option canadienne. Oui. Sinon, autre question qui a été posée par un des panélistes, c'est quelles sont les obligations de l'employeur en lien avec la prévention, notamment quant à l'achat, si requis, d'équipements ergonomiques ou la possibilité de l'obligation de faire évaluer l'espace de travail à la maison? OK. Puis c'est ça le truc. Au niveau de l'ergonomie, la majorité du monde a tendance à croire que l'ergonomie n'est pas réglementée au Québec, ce qui n'est pas le cas. On a plus de 4 articles de réglementation concernant l'ergonomie. Je pense c'est la section 20 de la réglementation SST au Québec, section 20 de l'article 166 jusqu'à l'article 171 ou 172. Et on a l'article 170 avec les obligations de l'employeur qui doit fournir une chaise quand cela est nécessaire. Puis là, je vais être honnête avec toi, Marika, je vais être honnête aussi avec la personne qui a posé la question. J'évite souvent de parler de cet article en formation, ergonomie en télétravail, pour ne pas provoquer de contexte politique assez délicat au sein de l'entreprise. Si ça intéresserait la personne, section 20, ergonomie, les obligations là au niveau de l'ergonomie, je pense que c'est l'article 169 ou 170 qui parle de l'obligation là de fournir une chaise quand cela est nécessaire. Puis à vous d'interpréter le reste. Puis sinon, un petit peu dans le même ordre d'idée, là, je ne sais pas, j'imagine, je ne sais pas si ça va être ambigu encore comme réponse, mais quelles sont les obligations de l'employeur suivant, exemple, un accident de travail qui est survenu en télétravail? On a des bonnes questions quand même. Hein? Ouais. C'est assez délicat. Pour l'instant, je préfère ne pas embarquer là-dessus, Marika. Là. J'ai donné quelques indications, mais je pourrais entrer directement en contact avec la personne, là, puis consulter un leader de pratique chez Sentinelle pour être sûr de donner la bonne réponse exacte. Mais je pense qu'avoir donné quelques indications quand même au niveau de la section 20. Oui, quand même. Puis sinon, dernière question, ensuite on conclura cette activité. Est-ce qu'un support mural ajustable pour les écrans est conseillé ou pas? Bah ça va encore une fois, c'est vraiment une option à envisager. Là. Encore une fois, au niveau de la norme, on le voyait, il n'y a rien qui l'exige. Tout ce qu'on voudra au niveau de la hauteur de l'écran, c'est que la bordure supérieure coïncide avec la ligne de visionnement de l'utilisateur. Donc, que ce soit un bras, que ce soit une station de travail assis debout, que ce soit un support, là, oui, ça peut être une optionnalité à envisager, là, mais vraiment optionnelle. Dépendamment des dispositions à agir de l'employeur, oui, c'est le fun, c'est esthétique. Fait que si vous en avez les moyens, tant mieux. Sinon, ça ne serait pas le critère de base à considérer pour un poste de travail adapté. Parfait, bien, merci beaucoup. Encore une fois, merci beaucoup de vous être prêté au jeu aujourd'hui, de nous avoir fait part de vraiment conseils pratiques qui sont réellement facilement applicables dans notre quotidien en télétravail ou du même
au bureau. Je pense qu'on a réellement plus d'excuses pour ne pas ajuster notre espace de travail et optimiser l'aménagement de celui-ci. On l'a dit, je le répète pour les participants, en fait, la conférence a été enregistrée, elle sera disponible sur la plateforme Pratique RH. On va vous faire parvenir le lien par courriel lorsqu'elle sera disponible. Je vous invite aussi au niveau des prochaines activités à nous suivre sur Pratique RH. On a un site Internet, une page sur Facebook et sur LinkedIn. Je vous envoie les liens dans le chat, mais je vous les envoie également par courriel. Les coordonnées de Sentinelle vont vous être partagées si jamais vous avez d'autres questions ou que vous seriez intéressé par diverses formations qui sont offertes chez eux. Et donc, sur ce, je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne journée.